On est très content de vous voir en très grand nombre. Moi, je suis Nick Lucas, je suis un professeur en architecture et en urbanisme à l'Université McGill et je suis aussi le directeur intérimaire du CRIAM, du Centre de recherche interdisciplinaire en études montréalaises. Il fait vraiment plaisir de pouvoir vous accueillir aujourd'hui et de vous présenter notre panel. Je vais tout simplement vous rappeler que l'ensemble de l'activité est enregistrée. Sur un plan plus important, vous mentionnez que le CRIAM a deux buts comme centre de recherche interdisciplinaire, c'est de stimuler la recherche émergente en partenariat en études montréalaises pour les chercheurs et d'autres parties prenantes à travers Montréal et partout dans le monde, et de développer des partenariats et des thématiques et des projets de recherche fondamentale et appliquée avec ces derniers. Alors, aujourd'hui, on va entendre un panel d'experts qui vont nous présenter et nous parler d'un siècle de crise sanitaire à Montréal, qui est un sujet très important, très porteur, et dont on peut apprendre un peu de l'histoire par rapport à ce que nous vivons actuellement avec la pandémie COVID-19. Maintenant, il me fait plaisir de vous présenter mon collègue et mon ami Daniel Weinstock, qui est le titulaire du chaire Catherine A. Pearson en société civile et politique publique à l'Université McGill. Alors, Daniel, s'il te plaît. Merci beaucoup, Nick. Je voudrais dire un mot avant de commencer sur l'intention de cette série de webinaires. L'activité d'aujourd'hui se situe dans le contexte d'une série qui durera peut-être aussi longtemps que durera la pandémie. On a commencé à l'automne et on entend faire encore un certain nombre d'activités sur le thème de repenser la ville en temps de pandémie. L'idée étant de convoquer la multiplicité de disciplines qui participent à la vie intellectuelle du CRIEM pour montrer comment différents éclairages aujourd'hui historiques, on pourrait imaginer par la suite urbanistiques, philosophiques, pourquoi pas, pourraient illuminer certains aspects de la réalité que nous vivons dans des grands espaces urbains et en particulier à Montréal. Nous avons eu un premier événement, peut-être que certains d'entre vous étiez présents, où nous avons pensé un peu comment la recherche a été affectée, la recherche universitaire a été affectée aussi bien au niveau de sa production que de sa diffusion par la nouvelle réalité que nous vivons depuis quelques mois. En fait, 8 mois très exactement aujourd'hui, pour ceux qui gardent le calendrier. Donc, aujourd'hui, nous pensions que ce serait une bonne idée de faire un peu le point sur les antécédents historiques de la situation que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas la... On a toujours l'impression que ce que nous vivons, nous le vivons pour la première fois, mais comme nous le verrons, ce n'est pas le cas. Il y a peut-être des apprentissages à tirer de situations analogues du passé. Deuxième épisode de cette série, que j'espère à la fois fructueuse, mais pas trop longue, puisque si nous la continuons tout au long de la pandémie, il ne faudrait quand même pas que la pandémie dure trop longtemps. Donc, une série que j'anime avec ma collègue du département d'histoire de l'UQAM, Magda Farny. Et je vais à mon tour passer la parole à Magda pour qu'elle puisse introduire de manière un peu plus précise l'activité d'aujourd'hui, ainsi que nos trois conférencières. À toi, Magda. Merci beaucoup, Daniel, et merci, Nick. Alors, bonjour à toutes et à tous. J'allais dire que je suis contente de vous voir. En fait, je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes présents et présentes. Alors, merci d'être là. Comme Nick et Daniel l'ont dit, la thématique de la séance d'aujourd'hui est un siècle d'épidémie ou un siècle de crise sanitaire à Montréal, 1847 jusqu'à 1946. Et donc, nous aurons le plaisir aujourd'hui d'écouter trois chercheuses qui ont déjà travaillé sur une ou des épidémies à Montréal. Je vais présenter chacune de nos invités à tour de rôle. Ensuite, chacune prendra la parole pendant une dizaine de minutes, pas beaucoup plus que 10 minutes chacune. Et cela devrait nous laisser le temps à la fin pour une bonne période de questions et d'échanges. Questions et d'échanges
entre nous, entre participants, participantes, mais aussi avec notre public, public qui est très nombreux aujourd'hui. Alors, c'est Maude, nous allons procéder en fait en ordre chronologique. Alors, c'est Maude Peut-être je veux Charret-Auger. juste indiquer, si je peux, Oui, Magda, indiquer que pour les gens qui auraient des questions, ah oui, même si vous avez des questions en cours de route, vous pouvez utiliser la fonction Q&A. La fonction chat a été bloquée, mais vous pouvez commencer à poser des questions dans la section Q&A et je les ramasserai pour que je puisse les poser ensuite à la fin de la séance. Excuse-moi, Magda. non, c'est super, une bonne précision. Alors, c'est Maude Charret-Auger qui commencera, en fait, qui entamera la discussion. Maude a développé un intérêt pour l'histoire de la santé publique, l'histoire des épidémies et l'histoire des migrations, de l'immigration, lorsqu'elle était guide-interprète à Grosse-Île et le Mémorial des Irlandais, il y a maintenant longtemps. Elle est détentrice d'un baccalauréat en histoire de l'Université Laval et d'une maîtrise en histoire de l'UQAM. Et lors de sa maîtrise, elle a étudié les réactions montréalaises à l'épidémie de typhus de 1847. Et c'est de cette épidémie qu'elle va nous parler aujourd'hui. Par la suite, elle s'est dirigée vers des études en archivistique et elle est maintenant archiviste au ministère de la Sécurité publique du Québec. Après Maude, c'est Sophie Doucet qui prendra la parole. Sophie vient tout juste de terminer un stage postdoctoral au département d'histoire de l'Université Concordia. Ses recherches actuelles portent sur l'histoire des fratries, des frères et des sœurs à l'époque industrielle, vues à travers des sources autobiographiques et des sources judiciaires. Déposée en 2018 à l'UQAM, sa thèse de doctorat a analysé ce qu'elle appelle le paysage émotionnel d'une bourgeoise catholique, Marie-Louise Globensky. Marie-Louise Globensky, que certains et certaines d'entre vous connaissent peut-être comme Lady Lacoste. Et Lady Lacoste, Marie-Louise Globensky, a parlé de beaucoup de choses dans les 25 cahiers de son journal intime. Et parmi ces sujets, on trouve l'épidémie d'influenza de 1918-1919. Et c'est donc du journal de Globensky que Sophie va nous entretenir aujourd'hui. De manière plus générale, Sophie Doucet s'intéresse à l'histoire des femmes, de la famille, des émotions, des écrits de soi et du journalisme. Et depuis peu, elle s'intéresse aussi à la didactique de l'histoire. Enfin, c'est Valérie Poirier qui va clore la discussion avec une intervention autour de l'épidémie de polio qui a eu lieu à Montréal en 1946. Valérie a consacré son mémoire de maîtrise à l'étude de cette épidémie. Elle a par la suite complété une thèse de doctorat en histoire, toujours à l'UQAM. Cette thèse portait sur les risques environnementaux de l'automobile. Et elle a tout récemment terminé un postdoctorat à l'Université de Guelph, en Ontario, au cours duquel elle s'est penchée sur la pollution par le bruit à Montréal durant l'après-guerre. Et donc, Valérie Poirier est historienne de la santé, de l'environnement, des mouvements sociaux et des sens. Alors, 10 minutes chacune et ensuite une bonne période de questions. Maude, c'est toi qui commenceras. Alors, bonjour à tous. Je vais vous partager mon écran. Voilà. Alors, il y aura bientôt 10 ans, je remettais mon mémoire de maîtrise à l'UQAM qui portait sur l'épidémie de typhus de 1847 à Montréal. Depuis ce temps, mon parcours m'a amené vers l'archivistique, mais c'est avec plaisir que je me replonge aujourd'hui dans mon mémoire qui n'a jamais été aussi pertinent dans ce contexte de pandémie mondiale. Je vous présenterai donc les résultats de mon travail qui portaient plus précisément sur l'impact que l'épidémie a eu sur la société montréalaise et sur les réactions des autorités municipales, de l'Église, des organismes de charité et des citoyens. Je m'attarderai cependant davantage aux réactions populaires face au typhus, puisque les conclusions que l'on peut tirer de cette analyse détonnent des idées reçues sur les épidémies en général. Donc, pour vous mettre en contexte, à l'été 1847, environ 98 500 immigrants, dont la plupart étaient irlandais, transitèrent par le port de Québec. Donc, l'histoire de cette épidémie commence principalement en Irlande. Les immigrants irlandais fuyaient la grande famine qui touchait leur pays d'origine depuis 1845.
Pour ajouter au drame, la famine réunit des conditions physiques et sanitaires idéales qui permirent à une épidémie de typhus de prendre pied dans le pays. Les principaux symptômes du typhus s'apparentent au début de la maladie à ceux de l'influenza. Ils s'accompagnent d'éruptions abondantes de couleur brun-rouge et d'un état de stupeur pouvant conduire au coma. La mortalité varie entre 10% pour les enfants et peut aller jusqu'à 60% pour les gens âgés de 50 ans et plus. La maladie et la faim provoquèrent en Irlande, pendant cette famine qui dura 4 ans, la mort d'environ 1 million d'habitants et l'exode de 2 autres millions dans un pays dont la population n'était que de 8 millions. Les mauvaises conditions de traversée dans les voiliers et le pouls de corps, vecteur de la maladie, contribuèrent à transporter l'épidémie de typhus qui se répandit très rapidement dans les bateaux d'immigrants avant d'attaquer la terre ferme. L'épidémie toucha donc le Canada uni et eut plusieurs conséquences sur la jeune communauté irlandaise, dont près de 17 000 nouveaux membres décédèrent. L'incapacité de la station de quarantaine de Gros-Îles à arrêter convenablement la maladie fut bientôt mise à jour lorsque cette dernière s'attaqua à Montréal. La ville fut l'une des plus touchées au Canada-Est. Plus de 6 000 personnes y ont trouvé la mort, donc quelques centaines de plus qu'à Gros-Îles. De plus, 11 000 immigrants furent hospitalisés à Montréal, soit le tiers des immigrants admis pour traitements médicaux à l'échelle du Canada-Est. Les immigrants furent hospitalisés plus précisément à Pointe-Saint-Charles, au bord du canal de la Chine, et au pied du pont Victoria qui n'existait pas encore à l'époque. Je vais juste essayer de mettre OK. Donc, le complexe était si important qu'un journaliste du Montreal Witness qualifie le site d'immense lazaret de village considérable, comme on peut le voir sur la photo. Donc, à pied, à droite du pont, vous avez les sheds de l'époque. Et puis ici, on a une photo des sheds qui a été prise quelques années plus tard sur le pont Victoria. Les premiers cas de fièvre y ont été admis le 26 mai. En date du 21 juin, 850 personnes étaient logées dans les sheds et il y avait en moyenne 20 décès par jour. Les conditions de vie furent bientôt insupportables à cause du caractère marécageux du site choisi. La réponse des autorités dans le but d'endiguer l'épidémie ne fut pas très efficace. Pour résumer, une confusion existait à l'époque quant aux responsabilités de chacun des paliers d'autorité en santé. Le gouvernement municipal a attendu une aide financière du gouvernement du Canada uni qui lui attendait une aide du gouvernement britannique. Donc, chacun comptait sur l'autre pour gérer et payer pour l'épidémie, ce qui en résulta une inaction dramatique. Mais au final, puisque personne ne voulait s'engager, c'est la municipalité qui a dû s'acquitter d'une grande part des frais et de la tâche d'établir un plan d'urgence. Or, la ville n'avait pas vraiment les pouvoirs de faire appliquer ses propres règlements et n'était pas encore organisée pour prendre en main des situations d'urgence comme celle-ci. Par ailleurs, les différents paliers du gouvernement ne se sont pas beaucoup engagés monétairement à l'aide aux immigrants puisqu'ils savaient que le clergé comblerait les lacunes. En effet, le rôle qu'avait traditionnellement l'Église catholique au Canada la désignait d'emblée pour s'occuper des malades et des orphelins. La réponse du clergé s'avéra donc la plus structurée et concrète. Les immigrants malades et les orphelins furent pris en charge par diverses congrégations religieuses, soit les Sœurs Grises, de la Providence hospitalière, les prêtres du Saint-Sulpice et des Jésuites venus de New York, ainsi que quelques prêtres protestants et des institutions charitables. Sur cette peinture de Théophile Hamel, on peut voir les différentes congrégations religieuses. Les sœurs s'occupaient du corps et les prêtres s'occupaient de l'âme. Par contre, le prosélytisme vint créer une course à la conversion entre les catholiques et les protestants, transformant le travail au chef en petite guerre de religion, chacun se querellant pour l'âme des immigrants. Nous en arrivons donc à la réaction des citoyens. Une idée bien implantée et qui a fait son chemin dans l'historiographie, c'est que les épidémies provoquent souvent des désordres sociaux. Plusieurs exemples d'épidémies s'étant produites à la même époque et dans un contexte semblable à celle du typhus eurent un impact négatif sur la paix sociale, comme l'épidémie de variole qui provoqua des émeutes populaires à Montréal en 1885. D'un autre côté, d'autres historiens minimisent l'impact des épidémies sur la structure sociale,
comme les historiens Ruffier et Sourniat, qui avancent que les grandes épidémies qui se produisirent avant le 20e siècle n'étaient pas des phénomènes exceptionnels puisqu'elles venaient se greffer à un état morbide plus ou moins grave et qu'elles ne seraient qu'un accident spectaculaire s'ajoutant à un état permanent de moindre résistance, voire de détresse. J'ai donc tenté d'analyser la capacité des citoyens de Montréal à accueillir une immigration pauvre, surabondante et de surcroît malade, qui représentait un danger pour tout le monde. Donc, tout d'abord, l'épidémie affecta le quotidien de la population, puisque la peur poussa les citoyens à fuir les immigrants et les lieux publics. Selon certains articles de journaux, les habitants eux-mêmes n'osaient plus sortir de chez eux. On vit la fréquentation des écoles, des églises et des marchés diminuer, comme le tout nouveau marché Bon Secours, important lieu de rencontre à Montréal, qui était déserté par les cultivateurs apeurés par les bruits qui couraient. Les orphelinats accueillant les Irlandais et les bâtiments de quarantaine de Pointe-Saint-Charles contribuèrent également à la peur collective. Par exemple, l'analyste des Sœurs Grises raconte que sa communauté eut de la difficulté à trouver des employés qui voulaient bien les aider à travailler au shed, et la police avait la même difficulté à trouver des nouveaux agents pour remplacer ceux qui étaient touchés par la maladie. Vous avez ici un extrait de journal où on cherche des employés. Donc, finalement, la mort subite du maire de Montréal, John Easton Mills, victime lui aussi du typhus, a évidemment causé plusieurs désordres dans le monde municipal et dans la société. Malgré tout, nous n'observons pas un arrêt complet des activités et les effets dérangeants de l'épidémie ne furent jamais excessifs, le tout se déroulant habituellement dans le calme. Par exemple, il est souligné que les salles de théâtre étaient pleines et que plusieurs événements caritatifs se tenaient en ville. Donc, pour la plupart des citoyens qui n'habitaient pas les quartiers immigrants, la vie quotidienne n'a probablement été modifiée que de manière mineure. En un deuxième temps, j'ai voulu savoir si les Irlandais furent blâmés pour la maladie qu'ils introduisirent eux-mêmes en Amérique. Selon mes recherches, bien que les immigrants furent l'objet de peur, ils ne furent pas victimes de la colère des citoyens. En effet, j'ai trouvé qu'une minorité de témoignages exprimant de la colère envers les immigrants, tandis que la plupart expriment un sentiment de compassion. De plus, une comparaison avec certaines autres régions, comme le Nouveau-Brunswick et la ville de Québec, où des émeutes et des rixes sur lieu entre citoyens et immigrants, Montréal semble avoir été accueillante et ouverte envers l'immigration irlandaise. Le fait qu'aucune manifestation de la sorte eut lieu à Montréal appuie la thèse selon laquelle l'épidémie n'y entrait pas dans les charges retenues contre les Irlandais. Elles semblent d'ailleurs avoir créé de la solidarité, cette dernière excitée par le discours de Monseigneur Bourget. De grandes levées de fonds furent donc organisées pour soutenir les Irlandais ainsi que des actes spontanés de sympathie. Par exemple, les Sœurs Grises rapportent que des soldats apportaient à la barrière des sheds une part de leur ration pour nourrir les malades. D'ailleurs, la solidarité entre Irlandais et Canadiens français, tous deux catholiques et pas particulièrement sympathiques à l'Empire britannique, a dû beaucoup jouer. La véritable grogne fut surtout à l'encontre de ceux qui avaient de l'autorité concernant la santé en ville et l'immigration. En résumé, on constate que contrairement à plusieurs épidémies, celle de typhus n'a donné lieu à des désordres sociaux et à des manifestations publiques de violence, de xénophobie et de colère de la part de la population. Elle aurait même mené à une réponse raisonnée et rationnelle de la part des citoyens, même si quelques réactions de colère et de peur eurent lieu. Il est légitime de se demander pourquoi l'épidémie de typhus, qui fut beaucoup plus importante en termes de mortalité que celle de choléra en 1832 et celle de variole en 1885, aurait provoqué moins de panique et de violence que ces dernières. Donc, pour avoir une réponse, il faut regarder plus loin que le nombre de décès et s'interroger sur la répartition géographique de la maladie. En effet, une des plus grosses différences avec les autres épidémies est qu'en dehors des quartiers immigrants, la maladie ne réussit pas à s'installer de manière importante. Sur les quelques 6 000 victimes du typhus à Montréal, on en estime environ 400 en dehors des sheds, et la plupart étaient dans des quartiers d'immigration récente comme Griffintown, où les conditions sanitaires étaient, selon un jésuite qui témoigne, pires que dans les sheds. Par contre, le centre et l'est de la ville furent épargnés et on n'y parle que de quelques cas de typhus isolés. Les citoyens qui n'habitaient pas ces quartiers furent donc peu témoins des ravages que la maladie créa.
Cela vient appuyer la thèse des médecins et des historiens, selon laquelle les populations civiles sont généralement peu touchées par le typhus. En effet, cette maladie est transmise par le coup de corps et cette transmission demande un contact direct ou indirect avec la personne infectée, par exemple par les vêtements, de la literie ou un matelas, alors que le choléra est transmissible par l'eau contaminée. Le typhus était la maladie des guerres et des navires, donc des endroits clos où des groupes à hygiène réduite cohabitaient de près, mais est rarement une maladie urbaine. Donc, en conclusion, l'épidémie de typhus à Montréal a fait quelque peu figure d'exception dans un modèle de réaction parfois violente et xénophobe et de conflits urbains associés à des épidémies qui engendraient en peu de temps des milliers de morts. Cependant, elle a quand même marqué l'histoire du Québec et l'arrivée massive des Irlandais au Québec a laissé un fort héritage culturel. Vous pouvez voir ici les deux monuments commémoratifs pour les Irlandais décédés en 1847. Donc, vous avez la croix celtique de Grosses-Îles et puis le roc irlandais qui est érigé au pied du pont Victoria à Montréal. Donc voilà, merci beaucoup et je vais laisser la parole à mes collègues. Merci beaucoup, Maude. Je suis certaine qu'il y aura tout plein de questions, de commentaires pour toi à la fin. Mais d'abord, nous allons tout de suite enchaîner donc avec Sophie Doucet. Excusez-moi, je ne trouvais plus l'endroit où activer le micro en ayant partagé mon écran. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui, okay. Oui, on t'entend, Sophie. Alors, oui, OK, merci beaucoup. Alors, j'y vais. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Pour commencer, je dois vous confesser que je ne suis pas une spécialiste de l'épidémie d'influenza de 1918, comme mes collègues le sont de leur épidémie. La spécialiste de l'influenza de 1918, c'est vraiment Magda Farnier ici. C'est plutôt à titre de spécialiste des écrits autobiographiques, comme tu l'as dit Magda, de l'histoire des femmes et de l'histoire des émotions, que je suis venue vous parler de l'influenza de 1918. En effet, il m'est arrivé dans mes recherches de tomber sur des écrits autobiographiques produits durant cette crise sanitaire. D'après une conversation que j'ai eue avec l'historienne André Lévesque tout récemment, qui dirige les archives Passe-Mémoire, à peu près toutes les personnes qui ont écrit des journaux ou de la correspondance pendant l'épidémie d'influenza de 1918 ont écrit sur l'épidémie. Comme notre pandémie de COVID-19, l'épidémie d'influenza de 1918 est un événement absolument marquant pour les personnes qui l'ont vécu. Il est marquant, alors, pour changer de diapo maintenant. Je pense qu'il faut que vous alliez que vous cliquiez à partir du début. Ah, ça a fonctionné. Ah, okay. À partir du... Qu'est-ce que vous... À partir du... En tout cas, ça a fonctionné. Oui, ça marche. OK. Merci. Donc, il est marquant, cet événement, par son caractère tragique. 14 000 morts au Québec durant la première vague d'influenza. En comparaison, environ 6 000 morts durant la première vague de COVID-19 en 2020. Et il est marquant en raison des mesures prises par les autorités publiques qui ont des répercussions directes sur le quotidien des gens. Interdiction des rassemblements, fermeture des écoles, des salles de spectacle, lieux de réunion. C'est très similaire à ce qu'on connaît en 2020. Tout ça est bien plus, a été très bien documenté dans les travaux de Magda et d'autres. Ici, nous allons nous permettre de plonger dans 2 journaux personnels pour avoir la perspective de 2 témoins de l'épidémie d'influenza de 1918. Je vous emmène donc dans les sources. Bien que les journaux personnels ne puissent être considérés comme des fenêtres grandes ouvertes sur la réalité du passé, on peut les voir comme de petits hublots givrés qui nous permettent d'observer ces sociétés du passé selon différents points de vue. Les journaux personnels nous permettent notamment de nous approcher des émotions et des sentiments des protagonistes et aussi de leur foi, ce que peu de sources nous permettent de faire. Je vous présente donc les deux... Je vais peut-être vous interrompre une seconde. Nous ne voyons pas avancer vos diapos. Ah non? Je pense qu'il faut que vous cliquiez sur en haut à gauche de votre écran,
pour rentrer dans la présentation. Vous voyez en haut à gauche, il y a un icône où c'est écrit « À partir du début ». Je crois que vous devez tout simplement sortir du partage d'écran et le remettre. OK, je le reprends. Parfait. Alors, partage l'écran. Je vais aller avec celui-là. OK, là, ça, c'est pas... C'est que j'ai du mal à reculer puis à avancer, mais... On voit une diapo avec une tramway en ce moment. OK, ben ça, c'est pas la bonne. Ah, c'est ici, j'ai des petites flèches. OK, voilà. Est-ce que vous voyez les deux diaristes, Marie-Louise Globinski et Anna-Marie Tousignan? Oui, tout à fait. Oui, c'est parfait. Oui. Parfait. Alors, Marie-Louise Globinski est née en 1849 et morte en 1919. Bourgeoise montréalaise, épouse de juge, âme de charité, est une femme très pieuse. Elle est mère de 10 enfants et grand-mère de nombreux petits-enfants. Elle habite Montréal, dans une grande maison de la rue Saint-Hubert. Elle a écrit son journal au quotidien pendant sa quarantaine, sa cinquantaine et sa soixantaine, en plus d'avoir écrit un journal d'adolescence. Elle a 69 ans au moment de l'épidémie d'influenza en 1918. Anna-Marie Tousignan, elle, est née en 1897, donc elle est beaucoup plus jeune, décédée en 1966. Elle est fille de cultivateur et institutrice à Leclercville, une petite bourgade au bord du fleuve Saint-Laurent dans le comté de Lotbinière. Au moment de l'épidémie d'influenza, elle a 21 ans, elle habite chez ses parents. Elle n'enseigne pas durant cette période, mais elle aide ses parents avec les tâches de la maison. Elle écrit son journal quotidiennement à l'intention de Jean-Baptiste Cloutier, son bien-aimé qui deviendra son mari en 1920. Donc, Marie-Louise Globinski et Anna-Marie Tousignan ne sont pas de la même génération ni de la même classe sociale, mais elles ont en commun une foi catholique très forte et une idéologie plutôt conservatrice. La superposition des deux journaux va nous permettre de voir que l'épidémie qu'on connaît davantage comme une épidémie urbaine, on connaît plus son côté montréalais, avait à peu près les mêmes répercussions là, en campagne. Donc, on va observer d'abord l'épidémie du point de vue de Marie-Louise Globinski, la citadine. La première mention dans son journal arrive le 8 octobre 1918. Le virus, probablement d'origine chinoise, serait entré au Québec via les États-Unis, transporté par des soldats et des civils, notamment ceux qui auraient participé à un grand congrès catholique à Victoriaville à la mi-septembre. Le 8 octobre, donc, Globinski écrit « L'épreuve du moment est bien lourde. Cette grippe fait bien des victimes. Notre chère petite Marguerite, c'est sa petite fille, en est atteinte. Nous appelons le médecin. Il faut la mettre au lit et suivre un fort traitement. Voici tous les pensionnats en quarantaine, tous les théâtres et lieux de réunion fermés. Les églises elles-mêmes n'auront que la basse messe. Enfin, il faut cela, paraît-il, pour enrayer ce fléau qui nous atteint et parcourt le monde entier. » On voit qu'elle comprend la gravité de la situation et qu'elle accepte de se plier aux mesures recommandées par les autorités sanitaires. Il faut dire qu'elle n'en est pas à sa première épidémie, contrairement à la plupart d'entre nous. Elle a forcément connu l'épidémie de variole de 1885 qui a touché Montréal et dont Maud a parlé un peu. Elle avait 36 ans, mais elle n'avait pas encore commencé son journal de maturité à cette époque, donc on n'a pas d'écho. Elle a aussi connu des éclosions de typhoïde et de rougeole. Cette dernière maladie lui a pris 2 de ses petits-enfants en 1903. Donc, une semaine plus tard, le 15 octobre 1918, elle écrit « Très beau temps encore. Malheureusement, tout est triste autour de nous, car toujours le nombre de malades augmente, puis bien des victimes. Pauvre Jeanne, ça c'est sa fille, est entourée de ses enfants malades. Voilà le 6e qui prend le lit. » Cette journée-là, précisément, le 15 octobre, l'épidémie d'influenza à Montréal connaissait son sommet. 1868 nouveaux cas déclarés et 153 nouveaux décès étaient rapportés dans la ville en 24 heures. Il y en aura environ 3500, un peu plus de 3500 en quelques semaines. Au fil des jours, on va voir que chacun à leur tour, les petits-enfants de Globinski seront alités en raison de l'influenza. Tous, sans exception, l'attraperont. Mais, grâce à Dieu, comme elle l'écrit le 27 octobre, pas une perte de vie pour nous. C'est intéressant de voir confirmer dans ces mots ce que l'on sait déjà, soit que ce virus est extrêmement contagieux et que ce sont surtout les jeunes qui en sont atteints, contrairement à la COVID-19 qui, on le sait, affecte plus sévèrement les personnes âgées.
Dans les mots de Marie-Louise Globinski, on peut aussi voir que les soignants, en 1918, sont particulièrement éprouvés par la maladie et qu'ils sont reconnus et appréciés pour leur dévouement et parfois leur sacrifice, comme on le voit bien aussi en 2020. Le samedi 12 octobre, elle écrit « Nous apprenons une bien triste nouvelle. Le docteur Frémont, c'est le frère de son gendre, atteint de la grippe espagnole, vient de mourir. Il succombe en vaillant combattant, victime de son devoir. Il prit la maladie en soignant lui-même la cruelle maladie. Il laisse sa jeune femme après 6 mois de leur mariage. Leur bonheur était parfait. Comment sonder les desseins de la Providence? Nous demeurons dans le mystère. » Comme en 2020, un grand nombre de personnes, et particulièrement des femmes, seront appelées en renfort pour combattre l'épidémie. Si aujourd'hui, on a rappelé les infirmières à la retraite, en 1918, Monseigneur Bruchesi a permis à, j'ouvre les guillemets du journal de Globinski, toutes les religieuses des couvents d'agir comme gardes-malades dans des familles affligées. Beaucoup de ces religieuses, notamment des Sœurs Grises et des Sœurs de la Providence, figureront parmi les victimes de l'influenza. Durant ces semaines d'octobre et de novembre 1918, Globinski exprime régulièrement son désarroi, son angoisse, sa tristesse, et on peut voir à quel point elle prend appui sur sa foi pour gérer ses émotions difficiles. Le 9 octobre, elle écrit « Je suis allée à la messe et j'ai communié pour mes chers malades. J'ai aussi imploré la Vierge du Rosaire en lui laissant une neuvaine de lampes qui nous préserveront, j'espère. » Le 16 octobre, elle écrit « Ce matin, j'ai eu le bonheur de communier. Que de supplications adressées à Dieu pour tous les nôtres, nos chers malades. Puisse-t-il nous faire miséricorde et détourner de nous l'horrible fléau. Les familles entières en sont atteintes et les morts ne se comptent plus. Que de deuil de tous côtés. » On peut voir dans cette entrée donc des rituels, des prières pour être protégés, mais aussi la compassion de Globinski pour toutes les personnes éprouvées plus tragiquement qu'elle par l'influenza. On va maintenant se déplacer dans le journal de Anna-Marie Toussignan, qui vit donc dans cette petite bourgade au bord du fleuve, pas loin de Québec, qui s'appelle Leclercville. Le 16 octobre 1918, la jeune femme écrit dans son journal « La grippe espagnole fait toujours beaucoup de victimes. J'ai réellement peur. Je suis si peu bien depuis quelque temps. J'éprouve une lassitude générale. Tiens, je pleure, mais pourquoi donc? » Le 18, 2 jours plus tard, l'épidémie continue ses ravages. Beaucoup de personnes en sont atteintes dans la paroisse. Le 20, la grippe espagnole fait de sérieux ravages. Beaucoup de personnes en meurent. Grand Dieu, veux-tu le sacrifice de ma vie comme satisfaction? Prends-moi, je suis à toi. Le 21, température idéale aujourd'hui, mais tristesse générale. Le terrible fléau actuel continue ses ravages. Un jeune garçon du village vient de mourir. Grand Dieu, tu nous donnes une bonne leçon, va. À genoux, je te répète mon serment. Je t'offre ma vie. Le 23, elle change un peu de ton. Ma santé est très bonne. Je me sens forte et capable de résistance. Je ne cours plus après le mal, loin de là. Je prends tous les moyens possibles pour l'éloigner de moi, des miens. Aujourd'hui, j'ai commencé un ménage complet dans toute la maison. Je mets des désinfectants partout. Formaline, térébenthine, camphre, etc. Nous prenons, nous, une purgation de 9 jours et nous faisons usage de bromoquinine afin de tenir la fièvre éloignée. Après une petite accalmie du virus en novembre, comme si l'épidémie acceptait de céder sa place à la joie de l'armistice qui va être signé le 11 novembre 1918, le virus reprend du service en décembre 1918, et ce pour une bonne partie de l'hiver 18-19. Le 7 décembre 1918, Anna-Marie Toussignan écrit « Plus de grippe espagnole dans la maison, mais la paroisse entière est massacrée. Les écoles et les églises sont de nouveau fermées. Je viens d'apprendre que la femme de Raoul Toussignan est bien malade. Elle a 104,5 degrés de fièvre. » 2 jours plus tard, pauvre Raoul, le voilà veuf. Hélas, oui, sa femme, morte hier de la grippe espagnole, fut enterrée tantôt. Son service sera lieu plus tard, c'est-à-dire quand la famille atteinte de l'épidémie sera mieux. Mourir à 20 ans, en laissant un mari, un enfant. Et finalement, dernière entrée de Toussignan, le 27 février 1919, après Noël, quand même 2 mois plus tard, la grippe espagnole reprend tout comme l'automne dernier. Il y a beaucoup de malades ici et là. On dit qu'à Lotbinière, il y a eu 3 services, 3 funérailles, ce matin. La guerre n'a pas suffi à satisfaire la justice divine. Il faut de nouveaux fléaux. Donc, quand on compare les 2 journaux, on constate que l'épidémie frappe aussi fort à la ville qu'à la campagne. Nos 2 diaristes, sans l'avoir contractée elles-mêmes, du moins elles ne nous le disent pas si elles l'ont attrapée, ont été touchées de près par le virus.
des membres de leur famille ont été malades, des proches et des connaissances sont décédés. Toutes deux expriment dans leurs journaux de la peur face au virus, Lubensky en demandant la protection de Dieu, Tousignan en nommant son émotion, « j'ai peur ». Si Lubensky trouve d'abord son réconfort dans la prière et dans la foi, Tousignan semble le trouver surtout dans l'écriture de son journal pour son bien-aimé, où elle déverse son trop-plein émotionnel. Il faut dire que le Dieu de Tousignan ne revêt pas toujours un aspect réconfortant. Il a envoyé le fléau pour faire régner sa justice divine, dit-elle. En conclusion, je vais essayer, en prévision de la discussion qu'on va avoir plus tard, d'établir quelques parallèles entre l'influenza de 1918 et la COVID-19 de 2020. Sur le plan de l'histoire générale de l'épidémie, je pose l'hypothèse, mais je ne suis pas du tout certaine, à savoir si on peut parler d'une courbe épidémiologique beaucoup plus prononcée en 1918 qu'en 1920. La courbe, comme on peut le voir dans les deux journaux qu'on a examinés, là, on voit que le nombre de malades et de décès semble extrêmement élevé. Et on voit ici à New York, Londres, Paris et Berlin la forme de cette courbe qui n'est pas du tout aplatie, là, comme celle que visaient nos responsables de santé publique en 2020. Donc, je pose l'hypothèse que la courbe était peut-être plus prononcée en 1918 et que c'est peut-être en raison des mesures qui étaient moins strictes, notamment la fermeture des frontières qu'on n'avait pas faite en 1918 parce qu'on était en pleine guerre et que les approvisionnements de guerre devaient circuler. Sur le plan de l'expérience intime des gens, on peut voir que les émotions principales face au virus se ressemblent à la peur, l'angoisse, la tristesse, l'espoir, la combativité, mais que les moyens de réconfort ont énormément changé en 100 ans. En 1918, pour les deux diaristes étudiés, ce sont la prière et l'écriture qui ne sont visiblement pas parfaitement efficaces. En 2020, les moyens semblent plus variés. On parle de sport, de yoga, Netflix, des arcs-en-ciel dans les fenêtres, de l'espoir d'un vaccin, des moyens qui ne parviennent pas toujours à nous réconforter non plus. En 1918 comme en 2020, face à une maladie sournoise pour laquelle il n'y a pas encore de traitement, les humains ont parfois du mal à trouver du sens. Mais en fait, et je vais finir là-dessus, si on veut absolument trouver un sens à ces épidémies, on peut peut-être le trouver dans le fait que ces moments de crise sanitaire sont des révélateurs extrêmement puissants de problèmes sociaux, d'inégalités sociales. On le voit très bien dans l'article de Magda Farny, « Elles sont partout », publié dans la RAF en 2004, et on le voit tous les jours dans nos quotidiens. C'est évidemment pas réjouissant en soi là, que ça nous révèle autant de problèmes sociaux, mais la prise de conscience fouette les décideurs qui se trouvent forcés de trouver des solutions. À la suite de l'influenza de 1918, l'État s'est mis à intervenir davantage au Canada et au Québec dans les domaines de la pauvreté, de la santé, de l'hygiène. En 2020, on assiste à une réflexion sérieuse sur la manière dont on prend soin de nos personnes âgées, sur les inégalités raciales, sur la santé mentale. Reste à espérer que ces réflexions donneront lieu à des mesures concrètes au cours des prochaines années. Merci, Sophie. Beaucoup de matière à réflexion. Alors, troisième intervenante, donc, ce sera Valérie Poirier qui nous entretiendra de l'épidémie de polio à Montréal en 1946. Exactement. Je vais juste prendre un petit moment pour partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon PowerPoint? Oui. Super, merci. Oui. Parfait. Donc, merci beaucoup pour l'invitation à ce webinaire que je trouve particulièrement pertinent ces temps-ci. On a beaucoup entendu parler d'historiens dans les médias qui se prononçaient sur d'autres épidémies pour essayer de comprendre justement comment les sociétés passées avaient vécu un phénomène d'une telle ampleur. De mon côté, aujourd'hui, je vais aborder une épidémie de poliomyélite qui s'est déroulée, comme Magda l'a dit, en 1946 à Montréal. Donc, la polio, c'est une maladie qui est particulière, puis il y a beaucoup d'éléments qui la distinguent de la COVID-19. Par contre, c'est quand même très intéressant d'aller regarder ce qui s'est passé durant cette épidémie à Montréal. Entre autres, si on adopte la perspective particulière de la santé et de l'éducation des enfants et de tous les intervenants qui se prononcent publiquement sur ces enjeux dans les médias, par exemple. Donc, d'abord, un bref portrait de la polio. C'est une maladie contagieuse qui est assez peu mortelle. Par exemple, en 1946, il y a eu 1612 cas au total et 115 morts. Bon,
seulement, comparé à la grippe espagnole, le typhus, par exemple, ou la COVID-19. Par contre, les familles la craignaient beaucoup, la poliomyélite, parce qu'elle visait surtout les enfants, puis elle pouvait entraîner, dans certains cas, une paralysie qui était sévère et permanente. Puis on a des exemples ici, des photos que j'ai mises. Comme plusieurs maladies contagieuses, la polio était associée au début du 20e siècle aux quartiers ouvriers, à la pauvreté et à l'insalubrité. Par contre, dans les premières décennies du siècle, c'était surtout les enfants de la classe moyenne qui étaient les principales victimes de la polio. La maladie a longtemps été considérée comme une énigme aux yeux du monde médical parce que ses causes et ses modes de transmission exacts sont restés inconnus longtemps. Il n'y avait aucune protection efficace avant l'apparition d'un premier vaccin en 1955, puis même les meilleures conditions sanitaires offraient aucune protection contre le virus. Donc, on recommandait de suivre des mesures de santé, des mesures sanitaires générales, comme on peut voir ici, un instant, ici. Entre autres, de se laver les mains puis de ne pas se mêler à des nouveaux groupes, qui sont deux mesures qui résonnent particulièrement avec notre situation ces temps-ci. Par ailleurs, malgré la crainte de la paralysie et de la mort, c'était le poumon d'acier qui était l'image la plus terrifiante de la polio. Même si ces premiers respirateurs artificiels permettaient de guérir la paralysie pulmonaire, pardon, certains enfants y restaient enfermés pendant des semaines, parfois pendant des mois. Il y en a même qui sont restés enfermés dans les poumons d'acier pendant le reste de leur vie. Puis, c'était une perspective qui était réellement terrifiante pour les familles. Donc, tous ces aspects mis ensemble contribuaient à créer une espèce de panique dans la population à l'approche de la saison de la polio, qui était vers la fin de l'été. En 1946 à Montréal, la maladie frappe précisément au mois d'août. Devant la flambée des cas de polio qui menaçaient les enfants d'âge scolaire, le bien-fondé de la rentrée des classes est remis en question. Puis rapidement, le débat qui entoure la remise de la rentrée scolaire devient une crise scolaire et sanitaire qui suscite plusieurs réactions provenant de plusieurs groupes d'acteurs sur la scène publique montréalaise. Plus que ça, en fait, chacun d'entre eux tente de s'influencer et d'imposer leur vision dans la gestion de l'épidémie et plus largement dans la prise en charge de l'éducation et de la santé des enfants. Donc, d'abord, il y a le service de santé de Montréal qui publie dans les journaux son avis selon lequel l'école n'offre pas plus de danger que n'importe quel autre lieu. Puis, il annonce que la rentrée scolaire serait le 3 septembre comme prévu. Donc, il véhicule essentiellement un discours qui souligne le caractère sécuritaire des écoles. Puis, il est secondé dans ses positions par les directeurs des deux grandes commissions scolaires de Montréal, la CECM pour Commission des écoles catholiques de Montréal et le Central Board du côté protestant. Par contre, certaines commissions scolaires locales des municipalités avoisinant Montréal, même si elles sont légalement rattachées au Central Board, préfèrent remettre en question les instructions du service de santé de Montréal. À Hempstead, par exemple, dans l'ouest de Montréal, la commission scolaire locale déclare dès le mois d'août que l'ouverture de ces écoles est retardée du 3 au 16 septembre, donc de 2 semaines. Cette annonce est reprise évidemment dans les journaux, puis il y a de nombreux intervenants qui commencent à questionner les choix du service de santé de maintenir la rentrée des classes le 3 septembre. Donc, les gens ne comprennent pas. Le service de santé accepte finalement de reculer pour reporter la rentrée des classes au 16 septembre, mais précise que l'école demeure un lieu sécuritaire et que cette décision vise principalement à ne pas inquiéter les parents. Donc, pour le service de santé, cette décision est surtout motivée par une volonté de satisfaire l'opinion publique. La rentrée des classes montréalaises est donc annoncée pour le 16 septembre. Par contre, il y a plusieurs municipalités de l'ouest de l'île, comme Westmount, Hempstead, Mont-Royal et Montréal-Ouest, qui décident de retarder encore la rentrée de leurs classes jusqu'au 23 septembre et même jusqu'au 1er octobre dans certains cas, en se fiant à l'avis de leurs propres experts, indépendamment des recommandations du Central Board et du service de santé. Donc, ce manque d'uniformité des opinions et des décisions par rapport à l'ouverture des écoles va contribuer à alimenter une certaine confusion dans la population, une confusion qu'un commentateur a qualifiée de polio-hysteria. Par ailleurs, si on examine de plus près la position du service de santé, des commissions scolaires et de certains éditorialistes qui publient dans les journaux,
On constate que selon eux, l'école est un lieu sécuritaire en temps d'épidémie et même un moyen de contrôler la maladie en raison des inspections médicales qui y sont disponibles et en raison aussi de la surveillance continue pour découvrir rapidement des symptômes chez les élèves. Ce discours-là sur la prévention sanitaire en milieu scolaire s'insère dans une longue tradition de contrôle de l'hygiène qui est exercée dans les écoles par le service de santé de Montréal depuis la fin du 19e siècle. Par contre, ce discours-là cache aussi un préjugé tenace à l'égard de la capacité des parents à prendre soin des enfants et dans ce cas-ci, à l'égard de la capacité des parents à prendre des mesures de précaution nécessaires face à la polio. Le directeur du service de santé de la ville déclare entre autres que la fréquentation scolaire est bénéfique en temps d'épidémie parce qu'elle prévient un excès de fatigue chez les enfants et parce qu'elle prévient de mauvaises conditions de jeu dans les rues et donc qu'elle permet de s'assurer que les enfants respectent un minimum de mesures de précaution qui seraient peut-être ignorées dans le milieu familial. Il y a donc une inquiétude manifeste chez les experts médicaux de la ville quant à la capacité de certains parents à respecter les mesures de précaution et les règles d'hygiène générale à la maison. Les parents puis les associations du mouvement familial, qui est un mouvement qui se développe au Québec à partir de la fin des années 1930 et qui vise entre autres à restaurer l'autonomie des parents dans l'éducation de leurs enfants, sont un autre groupe d'acteurs qui tentent d'exercer une influence sur l'issue du débat de la rentrée scolaire. Il y a plusieurs parents qui se positionnent contre le retour à l'école des enfants et qui publient des lettres ouvertes dans les journaux pour se faire entendre. Ils dénoncent entre autres l'inconstance des directives du service de santé. Certains parents soulignent par exemple que le service de santé recommande que les enfants se reposent et qu'ils passent du temps au soleil, ce qui leur semble totalement incompatible avec un retour en classe. L'opinion générale exprimée par ces parents, c'est qu'il serait dans le meilleur intérêt des enfants de retarder la rentrée scolaire et que 2 ou 3 semaines d'école pesaient bien peu dans la balance contre leur santé. Ces parents sont confortés dans leur opinion par l'association Home and School, qui prend elle aussi la parole publiquement pour dénoncer la décision d'ouvrir les écoles le 16 septembre en affirmant que la santé des enfants devait vraiment être placée en premier. L'épidémie de polio de 1946 permet donc de constater que le terrain de l'expertise médicale et scientifique est de plus en plus contesté dans l'après-guerre, parfois avec succès, par les parents qui s'imposent et qui s'affirment en tant qu'autorité première dans l'éducation et la santé des enfants. Donc, la décision du service de santé de retarder du 3 au 16 septembre la rentrée scolaire pour ne pas inquiéter les parents est quand même, est quand même révélateur finalement de l'influence que pouvaient avoir les parents. En conclusion, on remarque que plusieurs groupes sociaux ont tenté de s'impliquer dans le débat sur la rentrée scolaire. Chacun d'entre eux était sans aucun doute motivé par des préoccupations réelles quant à la santé des enfants, mais ils se sont néanmoins fiés à leur propre expertise et chacun a cherché à agir selon ses propres intérêts. Le résultat a été de créer un petit mouvement de panique dans la population, ce qu'un commentateur a nommé la polio hysteria, comme j'ai dit tantôt, parce qu'il y avait beaucoup de messages contradictoires envoyés à la population. Puis je ne vais pas faire ici de parallèle malheureux avec la COVID-19 parce que la gravité puis l'ampleur de la situation avec la polio en 1946 et celle qu'on vit actuellement avec la pandémie, ce n'est pas du tout la même. Par contre, je crois que le débat entourant la rentrée des classes en 1946 résonne avec certains aspects de la pandémie actuelle. Le débat de la fréquentation scolaire est bien présent depuis le mois de mars. Il refait surface fréquemment, comme on le voit depuis hier dans les médias. Au-delà de l'éducation, c'est le bien-être général et la santé des enfants qui est débattu dans les journaux, dans les médias sociaux. La santé publique, les pédiatres, les parents, les professeurs, les associations de protection de la jeunesse et bien d'autres acteurs, tout le monde alimente le débat avec leur propre vision, leur angle d'analyse et leur expertise. Je pense que ça démontre à quel point la prise en charge de l'éducation et de la santé des enfants est un véritable enjeu social et collectif. C'était vrai en 1946, notamment avec les nouvelles mesures de l'État-providence qui reconnaissaient de nouveaux droits aux enfants, avec le progrès général dans le domaine de la santé juvénile et avec la montée des nouvelles théories éducatives. Et c'est certainement encore vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, avec le progrès général dans le domaine de la santé juvénile, puis avec en fait l'importance accordée aux enfants dans la société.
Puis, si on revient à la polio, en 1946, les populations ont dû apprendre à vivre avec cette maladie-là jusqu'à ce qu'un premier vaccin soit disponible en 1955. En 1959, donc après la découverte d'un vaccin, Montréal vit sa dernière épidémie de polio. À ce moment-là, plusieurs familles qui n'avaient pas vu la nécessité de se faire vacciner vont se ruer pour faire vacciner leurs enfants. Comme pour la polio, puis comme pour la plupart des épidémies, les populations actuelles n'ont et n'auront pas le choix de composer avec la COVID-19 à leur propre façon, puis à la lumière des meilleures connaissances médicales disponibles, jusqu'à temps qu'on ait un vaccin ou jusqu'à ce que le virus faiblisse d'identité, comme ça a été le cas pendant la pandémie de grippe espagnole. Merci. Merci beaucoup, Valérie. Alors, merci à vous trois pour vos trois interventions, trois portraits de moments différents dans l'histoire de Montréal. Nous avons beaucoup de temps pour les questions provenant de notre public. Je ne sais pas, Daniel, est-ce que toi, tu aurais une question pour lancer la discussion? J'en aurais plusieurs. Je vais d'abord dire aux gens qu'ils peuvent d'ores et déjà lancer des questions dans le Q&A. Vous n'avez pas accès au chat, mais je surveillerai les questions dans le Q&A. Il y a deux questions qui me viennent à l'esprit. Une des choses qui est intéressante de voir, c'est à quel point la distribution selon les âges de ces différentes maladies va avoir un impact très différent donc, sur la société. J'aurais une question particulièrement, mais n'importe qui peut y répondre, pour la grippe de 18-20, la grippe espagnole. On dit qu'elle affecte beaucoup plus les jeunes que les personnes âgées, c'est ça? Une des choses est-ce que c'est en termes absolus ou en termes relatifs? Comme la longévité est beaucoup moins importante, indépendamment de la grippe au début du 20e siècle qu'elle l'est actuellement. Donc, est-ce que c'est tout simplement pour ne pas dire les choses de manière trop morbide, là, qu'il y a moins de vieux, en quelque sorte, à tuer, là. La grippe a moins de victimes potentielles chez les personnes âgées parce qu'en quelque sorte, il y en a moins. Elles meurent. Quand on regarde un peu la distribution des morts pour la COVID, on voit des gens qui meurent dans leurs 90 ans et plus, 80 et plus. Donc, est-ce que c'est en termes absolus et en termes relatifs? Et une autre question que je poserais en fait à tous les trois, une des hypothèses qu'on évalue ces temps-ci pour essayer de comparer un peu différents pays, c'est la mesure dans laquelle les personnes âgées vivent ou non dans des familles multigénérationnelles ou davantage chez elles ou dans des résidences prévues pour elles, comme des CHSLD ou des résidences privées. Est-ce que c'est un phénomène relativement récent ou est-ce que la norme dans les époques que vous regardez est davantage à la cohabitation des générations dans les mêmes foyers? Donc, deux manières d'essayer de voir un peu comment ce que nous voyons aujourd'hui est ou n'est pas similaire à ces autres périodes de notre histoire. Je peux peut-être commencer. Puis Magda, tu me corrigeras si je me trompe là, pour la distribution des âges. Merci d'abord pour ces deux bonnes questions. L'influenza, en fait, semble vraiment plus toucher les personnes jeunes. D'ailleurs, on le voit là, dans le journal de Globinski, elle, son mari, elle ne parle pas de ses frères et sœurs, des personnes plus vieilles autour d'elle qui l'attrapent. C'est vraiment les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Puis ça va être particulièrement cruel parce que les jeunes adultes avaient été déjà pas mal éplorés par la Première Guerre mondiale, surtout les jeunes hommes. Donc, c'est vraiment un virus qui était plus méchant, si on veut, avec les plus jeunes. Est-ce que je me trompe, Magda? En fait, ce qui est intéressant, c'est que la variante, le virus de 18-19 est très, très particulier parce qu'avant 18, la grippe ciblait surtout les bébés, les très jeunes enfants et les personnes âgées.
Et la variante de 18-19 est particulière parce que partout dans le monde, elle cible les personnes dans la vingtaine et la trentaine. À Montréal, l'âge moyen des gens qui décèdent de la grippe dite espagnole est de 25 ans, tant pour les hommes que pour les femmes. Et donc, ce sont les jeunes gagne-pain, les hommes gagne-pain de leur famille, et ce sont de jeunes parents, ce qui a énormément de répercussions donc sur les familles, sur les jeunes enfants qui sont laissés sans parents après. Mais c'est particulier. D'habitude, la grippe cible les très jeunes et les très vieux. Et donc, ça explique un peu l'impact à la fois médical, mais aussi psychologique de la grippe de 18. Si je peux me permettre. Oh, excuse-moi, Sophie. Non, non, vas-y, vas-y. Si je peux me permettre, dans les maladies comme la grippe espagnole qui attaquent surtout les gens qui ont un bon système immunitaire, c'est ça le problème, en fait, c'est que ça provoque une trop grande réaction du système immunitaire qui se met en mode défense et qui provoque la fièvre. Donc, ça a été la particularité en 1918-1919. C'est pour ça que c'est les gens qui étaient en bonne santé qui sont tombés finalement. C'est parce qu'ils avaient un très bon système immunitaire qui a trop réagi, un peu comme avec les allergies, par exemple. Dans le cas de la poliomyélite, je peux en fait juste préciser la raison pour laquelle c'était les enfants qui étaient les plus ciblés par la maladie. C'est parce que c'est une maladie qui est immunisante, un peu comme la varicelle. Quand on l'attrape une fois, on ne peut plus la rattraper, ou du moins c'est très rare. Puis la plupart des gens qui contractent la polio vont développer des symptômes, mais qui vont être très, très, très légers. Donc, ça ne passe pas du tout aperçu, en fait, quand on développe des symptômes. Donc, la plupart des gens qui l'ont et qui ne développent pas de symptômes, ils sont immunisés pour le reste de leur vie. Par contre, chez certaines personnes, les symptômes sont beaucoup, beaucoup plus graves, comme la paralysie, comme je vous l'ai montré tantôt. Puis c'est ça. Mais il y a certains adultes qui contractaient quand même la polio, puis à ce moment-là, la paralysie se doublait d'une dimension dramatique. En fait, comme Magda l'a dit, c'est que ça laissait des enfants avec des parents qui étaient paralysés, qui pouvaient donc difficilement s'occuper d'eux. Alors, je ne sais pas comment on veut procéder, Magda. Peut-être que si tu as des questions, après un moment de timidité, notre Q&A a maintenant une petite file. Donc, est-ce que tu veux y aller? Est-ce que tu veux… Écoute, je me permettrai une question qui me trotte dans la tête depuis quelques minutes, puis ensuite, je pense qu'on pourrait effectivement, là, je vois que le question-réponse commence à s'activer, c'est parfait. J'aurais quand même une question pour Valérie, parce qu'on n'est pas habitué à penser aux commissions scolaires comme étant le berceau de la Révolution. Et pourtant, tant en 1946 qu'aujourd'hui, avec la COVID, c'est très intéressant. La résistance aux politiques des autorités sanitaires et aux autorités politiques provient des commissions scolaires et notamment, dans le cas montréalais, des commissions scolaires anglophones. Je trouve ça fascinant. C'est ici, au printemps et cet été, encore cet automne, on voit que ce sont les deux commissions scolaires anglophones de Montréal qui sont les plus résistantes aux directives qui proviennent de la CAQ et de Legault et son équipe. Tu viens de nous le dire, en 1946, c'était notamment les municipalités de l'ouest de l'île, Hampstead, Côte-Saint-Luc, Westmount, qui réagissent aux directives de la ville. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'on a ici un constant dans l'histoire politique du Québec qui fait en sorte que les parents et les écoles anglophones sont méfiants des autorités politiques et à Montréal et à Québec? Comment tu expliquerais ça? On ne t'entend pas, Valérie. Je m'excuse. Je peux essayer de hasarder une réponse. Je ne crois pas qu'il soit plus méfiant par rapport aux autorités politiques. Si on regarde, par exemple, l'épidémie on a parlé de beaucoup d'épidémies, de variole de 1885, c'est majoritairement, mais vraiment majoritairement les francophones qui sont décédés parce qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner, tandis que les anglophones, ils ne voyaient aucun problème à se faire vacciner. Puis, tu sais, quand je dis majoritairement, c'est quelque chose comme 90% des décès, je crois. Je ne suis pas sûre des statistiques qui étaient du côté francophone. Donc, dans ce cas-ci, en 1885, c'est vraiment le contraire. C'est les francophones qui ont résisté. Je crois que, peut-être que dans le cas de la poliomyélite, et dans le cas même de la COVID-19, je crois que c'est
il y a certains analystes dans les journaux qui ont mentionné le côté latin francophone pour dire qu'on a besoin de voir des gens, que les francophones ont besoin d'aller à l'école. Ça, je suis vraiment pas sûre, mais je pense qu'il y a peut-être un côté, de ce que je remarque, les anglophones vont pencher plus vers la prudence. C'est peut-être plus ça. Dans le sens où, en 1946, les anglophones c'est majoritairement les parents anglophones qui ne voulaient pas qui voulaient pas renvoyer leurs enfants à l'école. C'est les commissions scolaires anglophones, comme tu as dit, Magda, qui ont allongé, qui ont retardé encore la rentrée scolaire. Puis aujourd'hui aussi, mais je ne sais pas, je ne pourrais pas vraiment donner de réponse. Je n'ai pas d'éléments de réponse. Comme je te dis, il y a certains journalistes qui ont mentionné le côté latin des francophones, mais je ne pense pas qu'il y a une plus grande opposition aux autorités sanitaires de la part des anglophones. Je ne pense pas que ce soit ça. Oh. Alors, je vais peut-être commencer à piger. On pourra revenir par la suite, mais pour que toutes les questions du public puissent être posées. Alors, on a 2 questions de Yves. Donc, d'abord, bravo aux panélistes, et il a raison de le dire. Alors, pour Valérie, y a-t-il eu des cas constants de polio entre le début du siècle et l'épidémie? Les errances, entre guillemets, de la santé publique viennent-elles de la méconnaissance de la maladie? La vaccination a-t-elle été obligatoire après 1955? Donc, une rafale de questions liées à la polio. Et je vais être une question de Yves, encore une fois pour Sophie. La grippe s'atténue-t-elle après février 1919 ou est-ce qu'il y a eu d'autres vagues? Quand disparaît-elle complètement? Alors, je vous laisse peut-être commencer par Valérie, puisque c'est dans Oui. l'ordre des... Parfait, merci beaucoup. Merci Yves pour les questions. Les questions sont très pertinentes. Oui, il y a eu des cas constants de polio. Ce n'était pas toujours des épidémies. Les épidémies comme telles ont été rares. Il y en a une en 1946, une en 1916, je crois. En 1953, c'est la plus grosse épidémie au Canada. Il y en a eu une aussi plus en Ontario, en 1927. Donc, il y a eu certaines années où c'était vraiment des épidémies, mais sinon, oui, c'est présent de façon endémique, mais pas comme la tuberculose, par exemple. Mais il y a des cas par-ci, par-là à chaque année. Puis, les errances de la santé publique viennent-elles de la méconnaissance de la maladie? Oui. Dans le sens où les modes de transmission puis les causes de la poliomyélite n'étaient pas connus en 1946. On n'était pas sûr. En fait, on recommandait des mesures générales comme se laver les mains. On savait que c'était contagieux, donc on voulait éviter les contacts sociaux. Par contre, une erreur qui a été faite, en fait, c'est beaucoup d'attribuer la poliomyélite aux moustiques. En fait, on pensait que ça se transmettait beaucoup par les mouches. Ça n'a pas été fondé par la suite. Puis non, la vaccination n'a pas été obligatoire en 1955. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu une grosse épidémie au Québec, à Montréal. En 1959, c'est parce que le vaccin n'était pas obligatoire. Puis, comme j'ai mentionné, les familles se sont vraiment ruées pour se faire vacciner en 1959 à l'occasion de l'épidémie. Puis, en 1962, il y a eu un deuxième vaccin qui est arrivé sur le marché. Je pense que ça fait le tour. Pour la question sur la grippe pour la question pour Sophie? Oui, je vais répondre quelque chose, puis peut-être Magda me corrigera encore une fois parce que c'est vraiment toi la spécialiste. Mais je sais qu'il y a eu une autre vague à l'hiver 1920. Et après, je pense que ça a été terminé. C'est bien ça? Magda? C'est-à-dire que la grippe a été avec nous à chaque hiver ou presque, mais je dirais que entre l'hiver 20, puis même la vague de l'hiver 1920 n'a pas été vue partout, c'était surtout à Terre-Neuve et au Québec. Mais après 1920, la prochaine vague de la grippe qui fait vraiment peur, en fait, c'est au début du 21e siècle, en fait. Donc, entre les deux, la grippe est récurrente, en fait. Il y a eu une vague importante dans les années 1950, par exemple. Elle est récurrente, mais je dirais sans les conséquences désastreuses qu'on a vues en 18-19.
Mais si je peux intervenir pour poser une question simplement par information, la grippe est une famille de virus, n'est-ce pas, plutôt que... Et donc, la variante particulière donc, qui crée ce tremblement de terre à l'échelle de la planète entre 18 et 20, est-ce que cette variante-là de la grippe continue son chemin ou est-ce que ce sont d'autres... des grippes avec des compositions génétiques différentes? Non, ce sont de nouvelles variantes, en C'est ça. fait, qui circulent maintenant. Et donc, est-ce que la disparition de la grippe de 18-20 est due tout simplement au fait qu'elle... à quoi est-elle due, en fin de compte? Euh, Sophie, veux-tu répondre ou non? Non, parce que Moi, je me pose la question aussi. OK. Mais c'est intéressant. Elle a agi, cette variante-là, elle a agi un peu comme un feu de forêt. C'est-à-dire, tout le monde était dans son chemin. Beaucoup de gens sont morts, d'autres ont survécu et donc ont été immunisés contre cette variante. Mais elle a disparu parce qu'elle a fait le tour du monde 2 fois, en fait, puis elle a causé des dommages très, très importants. Et ensuite, il n'y avait plus personne, en fait, à affecter. Donc, c'est vraiment ça. C'est pas qu'on a découvert de vaccin. On n'était même pas certain que c'était un virus. C'était en 1933 qu'on a compris, en fait, le fonctionnement du virus de la grippe. Donc, il n'y avait aucune mesure efficace, c'est-à-dire aucun traitement médical efficace, aucun vaccin. C'était vraiment des mesures de précaution très, très élémentaires. Se laver les mains, éviter les foules, s'isoler lorsqu'on était malade. Donc, dans ce sens-là, la solution, en fait, elle n'était pas une solution médicale, scientifique. C'est une pandémie qui a laissé la réputation, en fait, même de la communauté scientifique et médicale un peu en ruine parce qu'elle était complètement impuissante contre ce virus. Alors, une question sur le typhus de Geneviève Gagnon. Bonjour, je voulais savoir si le typhus existe encore. La question vient de sauter. Ah oui, voilà. Je voulais savoir si le typhus existe encore aujourd'hui, car à ma connaissance, il n'y a pas de vaccin. Alors, qu'en est-il du typhus? En fait, le typhus existe encore. Il n'y a pas de vaccin, mais il y a des médicaments. En fait, maintenant, ça se guérit avec des antibiotiques, mais c'est surtout une maladie qui va apparaître dans les pays du tiers-monde ou dans des places où, comme à l'époque, là, où les gens sont vu qu'il y a beaucoup de promiscuité, des mauvaises conditions d'hygiène. Il y a eu quelques épidémies dans les dernières années, par exemple en Haïti. Donc, c'est ça, c'est vraiment... ça se guérit bien maintenant. D'accord. Donc, par des thérapies plutôt que par mode de vaccin. Exactement, c'est ça. Donc, c'est Merci. pas un virus, c'est vraiment, ça se transmet par les poux. Alors, c'est différent comme transmission. Alors, une question de Lorne Houston, qui, je crois, n'importe qui peut y répondre. Le fait que les femmes soient beaucoup plus nombreuses à faire du travail salarié aujourd'hui, a-t-il une influence sur les attentes des familles par rapport à l'État, disons par rapport à la décision des familles en 1946? Alors, une question un peu open-ended, comme on dit, dans la mesure où j'imagine que l'idée, c'est que dans la mesure où les femmes ne sont pas, par hypothèse, là pour s'occuper des malades, qu'elles aussi doivent travailler. Est-ce que ça change la donne pour ce qui est de l'attente des gens par rapport à l'État? Ben, si je peux me prononcer la première, c'est sûr que par rapport à l'ouverture des écoles, je crois que oui, dans le sens où tout le monde le sait, là, moi, on le vit personnellement. Disons, on est tous un peu prises. Si les enfants ne peuvent pas aller à l'école, il faut qu'un des deux parents qui travaille doit rester à la maison. Donc, c'est sûr qu'en 1946, il y avait même s'il y avait des femmes sur le marché du travail, il y avait quand même beaucoup moins de femmes qui étaient sur le marché du travail. Donc, je pense que ça a une grosse incidence. Malgré tout, pour ce qui est de 1946, quand l'école a ouvert, en fait, le 16 septembre, il n'y a pas eu beaucoup d'élèves qui étaient absents de l'école. Il y a quand même, la plupart des élèves sont allés à l'école quand même. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait dire un mot là-dessus sur le...
Ben, moi, je pourrais peut-être dire qu'à l'époque, c'était surtout des femmes qui allaient s'occuper des malades. Dans le cas de l'épidémie de typhus, c'était des religieuses et des communautés, des femmes charitables, là. Alors, mais je dirais que le fait qu'elles travaillaient ou non, ça n'a pas eu un impact là, comme aujourd'hui. C'était pas c'était pas la même situation, mais dans le cas des épidémies, avant, c'était surtout les femmes qui allaient être les soignantes. Est-ce que quelqu'un d'autre veut... Alors, une question très centre de recherche en études montréalaises qui nous vient de Akingabe Guyon. J'espère que je n'ai pas massacré le nom, vous m'excuserez. Bon, avec le recul historique, est-ce que le recul historique donc, que vous nous donnez permet de dégager des constantes montréalaises dans la façon dont le contexte urbain donne des leviers intéressants pour faire face à une épidémie? Je cherche à capter si le contexte montréalais donne des leviers et des forces particulières et peut-être sous-estimés et sur lesquels on peut capitaliser. Donc, des particularités montréalaises. La question porte sur des leviers. On pourrait aussi se poser la question de savoir s'il y a également peut-être des problèmes ou des défis particuliers à une ville comme Montréal donc, leviers et défis pour chacune de vos pandémies et pourquoi pas pour celle à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Alors, qui veut sauter la première? Pour ce qui est des leviers particuliers, surtout à la lumière des trois présentations, la mienne, celle de Maude et celle de Sophie, j'ai un peu de misère à identifier des constantes ou des constantes montréalaises dans la façon de faire face à l'épidémie parce que c'était trois épidémies qui étaient extrêmement différentes, qui touchaient un bassin de personnes qui était différent à des époques différentes. Si on regarde celle de Maude, par exemple, c'est intéressant de voir que, par exemple, que la vie a suivi son cours hors des chaînes, par exemple. Donc, j'ai un peu de misère à identifier des leviers qui seraient communs aux épidémies. Pour ce qui est des défis particuliers, je pense que celui du clivage anglophone-francophone qui revient absolument tout le temps dans l'histoire de Montréal est quand même assez intéressant. Magda me l'a posé comme question justement un peu, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui explique la différence la différence de réaction entre le grand groupe, disons, il y a des exceptions, mais des anglophones et des francophones? Il y a eu une différence en 1885, il y en a eu une un petit peu en 1946. On en voit une un petit peu aujourd'hui, en 2020. Puis, je ne sais pas, en 1918-1920, s'il y en a eu une importante, mais probablement qu'il y en a eu une. Je pense que c'est un défi à ce moment-là de viser l'unité, puis déjà dans un contexte qui est troublé, en fait, pendant une épidémie. C'est un contexte social qui est assez troublé. Donc, peut-être que ça, c'est un défi d'essayer d'unir les deux groupes derrière les directives de la santé publique. Je ne sais pas, Sophie, si tu veux. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Puis je dirais que par rapport au levier, il y a le fait qu'à Montréal, peut-être qu'il y a plus de gens disponibles pour aller prêter main forte. À différentes époques, ce n'est pas les mêmes personnes, mais on a vu les religieuses dans l'épidémie de typhus puis dans l'épidémie d'influenza qui ont été vraiment importantes. Donc, c'est plus facile qu'à la campagne de mobiliser des gens pour venir en aide aux autres. Puis, l'autre chose que je vois qui est très urbain, c'est surtout commun à la présentation de Maude et à la situation actuelle de la COVID-19, c'est la question de l'immigration en ville, où on voit que les populations immigrantes peuvent être plus touchées par des épidémies pour différentes raisons. Parce qu'ils arrivent sur des bateaux contaminés, ou parce qu'ils vivent dans des quartiers plus défavorisés. Donc, ouais, ça, c'est un défi là, dans les villes de prendre soin des personnes immigrantes.
Nick a indiqué une évidence, mais bon, les évidences sont parfois bonnes à rappeler. Je me demandais si ça avait un impact sur l'une ou l'autre des situations que dont vous avez fait les chroniques, c'est l'hiver, c'est le froid. J'ai noté, je ne le savais pas, que parmi les causes de la polio qui ont été indiquées, est-ce que c'était quelque chose qui était scientifiquement prouvé ou est-ce que c'était simplement une impression qu'on avait que le froid pouvait être, que donc éviter le refroidissement était une des manières de l'éviter. Donc, est-ce qu'à votre connaissance, il y a des manières de composer avec l'un ou l'autre des fléaux dont vous parlez, qui ont été plus faciles dans des villes plus tempérées, où on a pu, par exemple, davantage, je ne sais pas, garder les enfants à l'extérieur pendant de longues périodes? Donc, est-ce qu'il y aurait un facteur climat qui serait parmi les défis? Si je peux me permettre de commencer, Bien sûr. pour le cas de mon épidémie de typhus, disons que l'hiver, c'est pas une question épidémiologique ou de santé, c'est vraiment que la glace a fait que les bateaux pouvaient plus arriver et puis l'immigration, les immigrants ont arrêté d'arriver. Donc là, on s'est retrouvés avec moins de malades, des gens qui guérissaient, qui pouvaient sortir des sheds. Donc, ça a été vraiment bénéfique. Puis l'année d'après, le typhus n'est pas revenu aussi fort. Donc, ça a été vraiment... l'hiver a vraiment fait du bien. De mon côté, oui. Le froid dans un autre contexte? Oui, ben, de mon côté, en fait, c'est vraiment vers la fin de l'été qu'il y avait des éclosions de poliomyélite. On recommandait beaucoup aux enfants qui étaient malades de prendre beaucoup de soleil, en fait. Je crois que c'était une mesure de précaution générale par rapport aux vitamines qu'apporte le soleil. La maladie diminuait tranquillement vers la fin du mois de septembre, octobre. Par contre, je n'ai pas de données, puis je ne veux pas m'avancer sur quelque chose de précis comme ça. Je n'ai pas de données par rapport à c'est quoi le rôle clé du froid dans la descente de la courbe des cas. Il nous reste 3 questions donc, je vais m'assurer de les poser. Il y en a 4 maintenant. Alors, la première, tout simplement très factuelle, de Geneviève Gagnon. Savez-vous comment fonctionnait le poumon d'acier? Pas au point de pouvoir en fabriquer un moi-même, mais je sais qu'il y avait à l'intérieur, il y avait des espèces de pompes qui diminuaient la pression pour que les gens puissent plus facilement respirer. Donc, j'avance cette information, mais si vous êtes vraiment intéressé, je vous conseille de trouver une autre source que moi. Mais je sais que c'était des pompes qui diminuaient la pression. Une question de Yves. À quel moment l'Église s'est-elle plus ralliée à la science quant à la vaccination, alors qu'avec l'épidémie de 1885, elle était du côté des réfractaires à ce remède, y voyant une intervention de l'État dans la sphère privée? Donc, à quel moment est-ce que l'Église change son fusil d'épaule par rapport à la vaccination? Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez remarqué, mais c'est juste que je m'en allais justement faire appel à vous. C'était quoi la position de l'Église en 1918-1919 par rapport à l'intervention de l'État? Mais les églises, en fait, en Les églises, 1819, les églises se rallient très rapidement aux autorités politiques, c'est-à-dire que la Ville et le Conseil d'hygiène de la province du Québec demandent aux curés catholiques et demandent aux pasteurs protestants d'arrêter les services religieux pendant l'épidémie. Ils le font à contre-cœur, tant du côté des protestants que du côté des catholiques, mais ils le font. Et donc, ici, il n'est pas question de vaccination, il n'y a pas de vaccin en 1819, mais les autorités religieuses respectent de manière générale les décisions politiques. Alors, une question, on revient à la poliomyélite. Sait-on pourquoi la poliomyélite a surtout frappé des foyers de classe moyenne? Demande Benoît Charret.
Oui, ben, c'est une super bonne question. Puis c'est assez paradoxal, mais la poliomyélite existe depuis très, très, très longtemps, en fait. Mais les épidémies surviennent surtout au cours du 20e siècle, hein. Puis on a remarqué que c'était vraiment quand à mesure que les normes sanitaires s'amélioraient, qu'il y avait de plus en plus de cas, puis que les cas étaient de plus en plus graves. Puis une théorie a été avancée, en fait, c'est que en fait, chez les enfants de la classe moyenne, en général, les normes sanitaires sont un peu plus élevées. Donc, ça retarde l'exposition au virus pour les enfants. Donc, ils contractent une forme un peu plus sévère. Donc, c'est pas, en fait, que, comme j'ai dit tantôt, c'est une maladie immunisante. Puis la plupart des gens qui contractent la polio développent de très faibles symptômes, voire sont asymptomatiques. Par contre, c'est ça, vu qu'ils sont moins exposés au virus, ils sont moins exposés en bas âge, en fait, donc ils l'attrapent un peu plus tard, puis ils développent une forme plus sévère un peu. Merci. Alors, la dernière question dans notre foire à questions. Quelles sont les autres mesures, hors les fermetures des écoles et des églises, qui ont été prises par les intervenants publics et privés pour gérer ces pandémies dans la ville à l'époque? Donc, j'imagine aux époques, aux trois époques que l'on regarde. Des pistes rares et spécifiques si elles ont existé. Nous pose donc la question posée par Salima Bellili. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été faites qui pourraient, à la limite, être source d'inspiration pour la situation que nous vivons actuellement, à part, évidemment, de fermer les écoles et les grands regroupements comme les églises? Ben, si je peux commencer, en 1918, en fait, c'est ça, on a fermé donc les écoles, mais certains pensionnats ont été mis en quarantaine plutôt que fermés. J'imagine que c'est les endroits où il y avait déjà des cas. On a aussi interdit les rassemblements, donc fermé toutes les salles de réunion, théâtre, salles de spectacle. Puis c'est à peu près ça. En fait, comme j'ai dit tantôt, on ne pouvait pas vraiment fermer les frontières à cause de la situation de la guerre. Donc ça a peut-être fait en sorte que l'épidémie s'est répandue davantage. Mais puis il n'y avait pas tant d'insistance sur le lavage de mains qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui. C'est vraiment, par contre, il y avait une certaine étiquette respiratoire. On proposait de se moucher dans un mouchoir, de ne pas cracher par terre. Ce genre de choses. Mais de manière générale, je trouve que les mesures étaient moins sévères en 2018 qu'elles le sont aujourd'hui. La première chose que j'ai faite quand la pandémie a commencé, c'est que j'ai décidé de lire pour la première fois La peste de Camus. Et c'est étonnant de voir que dans La peste de Camus, alors que les morts se multiplient, il nous parle quand même des restaurants qui demeurent ouverts et des théâtres auxquels les gens vont. Donc, effectivement, évidemment, c'est un roman plutôt qu'un exercice scientifique, mais c'est intéressant de voir que pour Camus, l'idée de garder des restaurants ouverts alors même que les gens meurent dans les centaines était quelque chose de parfaitement concevable. Je pourrais répondre aussi pour ce qui est de l'épidémie de typhus. Le gouvernement avait déjà l'île de quarantaine de Grosse-Île qui était ouverte depuis 1832. Donc, ça, c'était une des plus grandes mesures prises par le gouvernement provincial. Mais pour ce qui est du gouvernement municipal, ils ont formé le bureau de santé, qui ont donné certains pouvoirs à la police, par exemple, d'empêcher les gens de vendre les effets des immigrants décédés. Mais j'ai vu dans mes recherches que la ville n'avait pas vraiment le pouvoir de faire appliquer ses propres règlements. Donc, finalement, les rassemblements n'étaient pas vraiment empêchés, même s'il y en a qui ont décidé d'annuler certains événements, même si ce n'était pas le gouvernement qui l'avait décidé, comme la fête de la Saint-Jean avait été annulée. Mais c'est ça. La population a demandé à ce qu'il y ait une vraie quarantaine à Montréal. Par exemple, on voulait envoyer les malades sur les îles de Boucherville parce que le choix du canal de la Chine était quand même assez curieux. C'était un haut lieu de commerce.
C'était aussi un lieu très marécageux, donc c'était vraiment pas une place idéale, mais finalement, le gouvernement n'a pas décidé de faire ça. Donc, c'était vraiment un gouvernement, l'État un peu embryonnaire. La ville de Montréal avait été créée, disons, officiellement juste quelques années avant, là. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de mesures qui ont été prises de ce côté-là. Nous arrivons au bout de du temps qui nous a été imparti. Je constate qu'on a Thérèse Boucher qui nous cite le Control of Communicable Diseases Manual, 20e édition. Historiquement, la poliomyélite se propage globalement de manière sporadique et comme épidémie avec augmentation à la fin de l'été dans les pays tempérés. Traduction rapide de l'anglais. Merci beaucoup. Donc, nous sommes à la fin de notre temps. Magda, est-ce que tu voudrais dire un dernier mot? Mais simplement pour remercier nos 3 participantes et pour remercier notre public aussi. Merci beaucoup d'être présents et présentes aujourd'hui. Moi, j'aurais 5 ou 6 autres questions à poser à nos panélistes, mais bon, ça va devoir attendre. Mais peut-être simplement pour dire, et là, je fais écho à la question qui a été posée par rapport à la spécificité montréalaise. Une chose qui revient dans les 3 cas, c'est vraiment le jeu entre les différents paliers du gouvernement, municipal, provincial, éventuellement fédéral. Et ça, c'est très intéressant. On le voit encore aujourd'hui. C'est la municipalité qui est sur la ligne de front, si on veut, dans le cas de la COVID, mais c'est la municipalité qui toujours manque de ressources. Alors, c'est une autre constante. Si on avait plus de temps, ce serait une autre piste à explorer avec vous 3. Alors, je pense que je dirais simplement merci beaucoup tout le monde. Et pour les membres de notre public, Daniel et moi comptons organiser au moins 2 autres séances pour l'hiver 2021. Alors, dès que les détails seront fixés, l'équipe du CRIEM va faire de la pub pour ces autres séances et nous espérons bien sûr que vous serez toutes et tous présents avec nous à l'hiver. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci. Oh, Merci beaucoup. Au revoir. Merci.